J'y suis allé la voir, souvent. Dès que je pouvais, en fait, j'y allais. Mais je vais pas dire que j'y allais à reculons, mais presque. Mais quand je l'ai vue en secteur stérile, là, effectivement, ça m'a fait très très mal. Très mal. De pas pouvoir l'approcher, de pas pouvoir la prendre dans mes bras, Là, ça m'a vraiment fait très mal parce que c'est là que je me suis vraiment rendu compte que, en fin de compte, quand elle est à la maison, tout ce qu'on fait, c'est prendre des risques. Et c'est là que ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'elle était vraiment malade et il fallait faire très très attention à elle. Et c'est pour ça que ça me faisait encore plus de mal parce que j'avais pas envie de ça. Vraiment, c'était vraiment les moments les plus difficiles que j'ai passés à l'hôpital. C'est-à-dire que même le jour où on m'a annoncé son décès, mais il n'a pas été aussi difficile que ces jours-là. Pendant cette première partie ce premier séjour au secteur protégé, ils ont dû venir la voir une fois, me semble-t-il, Oui, une tu te fois. rappelles? Oui. Fois, je crois. Une fois. Je pense qu'ils craignaient de la voir dans ce contexte, et puis pour eux, elle était malade, fallait la soigner à l'hôpital. Oui, puis d'un autre côté, on n'a jamais, je dirais, forcé ou obligé les garçons à venir non plus. Parce qu'ils étaient un peu seuls à la maison. On ne voulait pas non plus qu'ils soient à la maison, en plus avec un traumatisme d'avoir vu leur sœur dans cette chambre. Et ils ont posé des questions, oui. Ils ont demandé si c'était contagieux, par exemple. Et bien sûr, le médecin a répondu que non. Je peux pas affirmer qu'il y en a un des deux qui a demandé si c'était mortel, mais il me semble. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que c'est vrai que le soir on rentrait, ils étaient pas là. Le matin on partait à l'école, ils étaient plus là. Le week-end on les voyait quand on était à l'hôpital, quand on y allait. Parce que bien souvent ils voulaient y aller que bien souvent ils y allaient, enfin souvent ils y sont allés que tous les deux. Parce qu'ils voulaient pas, à certains moments de la maladie, ils voulaient pas qu'on voit ça. Il a fallu qu'on apprenne tout simplement à organiser une maison. À organiser une maison à deux. Alors qu'avant on était cinq. Et qu'on avait surtout maman qui s'occupait de faire tout ça, de toute l'intendance, entre guillemets. C'est-à-dire que fallait quand même qu'on aille à l'école, fallait quand même qu'on travaille, fallait quand même qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Et qu'on fasse pas n'importe quoi, que c'est pas parce qu'ils sont pas à la maison qu'ils savent pas ce qui se passe à la maison. Si on a loupé quelque chose pendant ces 2 ans, c'est certainement par rapport à nos garçons. Très certainement. Je pense que on les a peut-être considérés comme étant trop grands. Ils avaient 13 et 14. Hein, on les a considérés comme trop grands, je pense. On les a laissés beaucoup seuls. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On leur a laissé beaucoup de liberté. Je pense qu'on s'est pas assez occupé d'eux. Si on a loupé quelque chose, c'est ça. On s'est pas assez occupé d'eux et on les a pas assez considérés comme des grandes personnes. On leur a pas assez expliqué. On leur a pas assez parlé. On leur a pas assez dit tout ce qui concernait Fanny. Je suis pas sûr que leur faire vivre nos angoisses au quotidien, ce fut une bonne chose. Je sais pas comment ma mère l'a vécu, parce que c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé avec elle et pas, j'ai pas envie d'en parler avec elle. Parce que c'est ma façon à moi d'avoir vécu ça. Donc moi j'ai attendu. Pour moi j'avais que ça à faire. Attends. Elle dit voilà, je vais mourir, ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de vous mettre dans ces états-là, quoi. Ça m'a refroidi, mais ça m'a fait mal plutôt, ça m'a plutôt fait mal au cœur d'entendre ça, que ça vienne de ma petite sœur quand même. Elle avait 12 ans, j'en avais 16. On peut lui tirer que son chapeau, en fait, c'est ça. On peut lui dire que bravo. Parce qu'il y a que ce mot-là qui me viendra à l'esprit. Le seul regret que j'ai, c'est que je me suis fâché avec elle.
Juste avant de l'emmener à l'hôpital, pour la simple et bonne raison, c'est que je voulais pas je me rappelle plus de quoi, mais elle voulait faire un truc, un truc dans la maison et j'avais pas envie parce que c'était dangereux et elle aurait pu se faire mal et j'avais pas envie qu'elle se fasse mal, étant donné qu'elle était déjà fatiguée, là on ressentait vraiment qu'elle était malade. Donc c'était rare, mais il y avait des moments quand même où on ressentait vraiment qu'elle était malade. Donc je lui ai dit non, on s'est fâché et peut-être ça s'est passé, honnêtement, ça s'est passé en l'espace de une demi-heure. Une demi-heure. Elle est fatiguée, elle est tombée, je l'ai portée, je l'ai mise dans la voiture. Mais c'est la dernière fois que je l'ai vue vivante. J'ai téléphoné à une amie en lui disant que Fanny venait de décéder. Donc déjà, il a fallu qu'elle encaisse le choc. Et puis je lui ai dit, est-ce que tu peux emmener Thomas et Pierre-Yves, mais j'aimerais que tu leur dises pas. Tu leur dis juste que tu les emmènes à l'hôpital parce que Fanny veut les voir, mais je veux pas que tu leur dises tout de suite. Donc elle a dû encaisser, garder, et pour qu'ils viennent voir leur sœur, quoi. Déjà qu'avant, j'étais pas quelqu'un qui m'ouvrait beaucoup aux autres. Après ça, c'est encore pire, en fait. Ça a été vraiment très très dur de vivre, pour moi, tout simplement, d'avoir une vie normale, en fait. Tout ce qu'on connaît maintenant bien fait que on est donc aussi particulièrement attentif à ce que les choix qui peuvent être faits à ce moment-là peuvent représenter pour ses frères et ses sœurs, à la fois au moment même de ce qui va se passer de la fin de vie et du décès, mais aussi dans le souci que nous avons, nous aussi, de préserver leur développement, leur équilibre psychique pour le futur. Et avoir une vie normale, ça a été dur. C'était vraiment très difficile parce que j'avais pas envie de parler aux gens. Même avec ma femme, ça a été difficile au début parce que j'arrivais pas. Parce que elle voulait savoir, forcément. Elle voulait se renseigner. Mais j'avais pas envie d'en parler parce que pour moi, c'était vraiment à moi, c'est privé. On peut pas m'obliger à parler de ça si j'en ai pas envie. J'osais pas trop poser des questions. Par contre, c'est vrai qu'on en parlait beaucoup le soir dès que maman et papa rentraient de l'hôpital. On en parlait. Des fois, ouais, on en parlait souvent. Mais je posais pas trop de questions. J'avais peur soit de les ennuyer, soit de pas avoir la réponse. Des fois, elle nous déposait vite fait chez mémé. Et à la limite, moi et ma sœur, c'était plus facile d'en parler avec ma mémé qu'avec nos parents parce qu'ils avaient déjà eu le stress de toute la journée à l'hôpital. Ils étaient un peu en colère, on va dire. Et puis ils étaient tristes, donc tandis que notre mémé, nos parents ils ne le montraient pas non plus avec nous, mais je sais pas, avec mémé c'était plus facile. Et en même temps, elles étaient tellement, tellement sympas avec nous, elles nous demandaient rien. Je veux dire, quand même, pendant plus d'1 an, pendant que nous on était à l'hôpital, elles étaient, bon certes, elles étaient bien, elles étaient dans la famille, mais elles étaient quand même à droite, à gauche, elles nous voyaient pas. Un coup leur frère était là, un coup il était pas là. Fallait vivre la maladie, fallait vivre la séparation avec les parents. Et en même temps, elles ont été super cool là-dessus. Elles nous ont jamais dit, mais elles auraient pu à un moment donné craquer aussi et dire, mais nous on en a marre. Il y a eu des fois où elles le voyaient peut-être une fois dans le mois quand il était en chimio intensive. Mais ceci dit, les médecins étaient super sympas parce que le peu qu'elle pouvait voir Léo, il l'autorisait, quoi. Je veux dire, au contraire, il nous disait, ça fera du bien à Léo autant qu'à ses sœurs, quoi. Il faut, oui, tout à fait, il faut qu'elle prenne les précautions pour rentrer dans la chambre stérile, mais oui, il faut qu'elle vienne. La situation des frères et sœurs des enfants malades, enfants ou adolescents d'ailleurs, c'est quelque chose auquel on est désormais extrêmement attentif. Leurs inquiétudes, mais aussi les sentiments qui sont alors pour le coup très très difficiles à exprimer, de jalousie, de rivalité, d'agressivité envers l'enfant malade qui accapare toute l'attention des parents et de la famille. Et c'est un équilibre difficile pour eux, avec le souci qu'ils ont aussi à la fois de ne pas se faire oublier, mais aussi de se maintenir présents dans les attentions parentales. Maman elle a demandé qu'on ait le droit d'aller le voir.
Donc après, on n'allait pas le voir souvent, mais dès qu'on avait le droit, on y allait. Ouais. Et elles ont toujours été là pour Léo et Léo, ça l'aidait finalement d'avoir ses sœurs autant à la maison qu'à l'hôpital. Donc ça, c'était... On a eu un accord avec eux, une entente dès le départ extraordinaire. Donc c'est important, je crois, quand on réfléchit et quand on discute de tout cela avec les parents, de faire entendre l'extrême difficulté, je pourrais même dire l'impossibilité dans laquelle ils sont à ce moment-là de dire quelque chose de leur propre désir, tant ils sont pris dans le souci de protéger leurs parents, de faire plaisir à leurs parents et pouvoir dire quelque chose de son appréhension ou de son désir, soit que le frère ou la sœur reste à l'hôpital ou de sa crainte qu'il rentre à la maison, c'est quand même excessivement difficile à formuler à des parents. Ma fille m'a fait de la peine quand même en me disant « Maman, il faudrait que tu m'achètes un agenda ». Et je lui ai dit « Mais enfin, t'en as déjà un pour l'école ?» Elle m'a dit « Non, mais un agenda pour savoir tel jour, je dois aller chez quelle personne parce que je sais plus là. Je sais plus tel jour si je dois aller chez Tati, si je dois aller chez Mémé. » Et là, c'est pas évident, quoi. On se dit à ce point-là... Parce que nous, on est pris dans le truc. Oui, Léo a besoin de nous, mais elles ont besoin de nous aussi. Mais on se rend pas compte que... à quel point, quoi. Et quand elle m'a sorti l'histoire de l'agenda, je me suis dit... ouais, mais on leur demande quand même une sacrée organisation, quoi. En plus de la maladie, il faut qu'elles gèrent encore le manque et l'absence de leurs parents, quoi. À la limite, être ballottée de partout, c'était pas trop gênant parce que, à la limite, Léo, il aurait préféré être ballotté que d'être à l'hôpital. Donc, non, c'était pas trop gênant. On préférait être avec lui et nos parents, mais c'était pas très grave. Avec les copines, c'est vrai que j'en parlais pas. J'en parlais pas du tout avec mes copines. Je préférais pas me confier du tout que de me confier à mes amis. Enfin, je me confiais pas du tout, en fait. Marine était chez une copine parce elle avait passé un après-midi là-bas. Donc je vais récupérer Marine et puis je lui explique comme on a toujours fait pour nos filles depuis le début de la maladie de Léo, on n'a jamais rien caché, on a choisi l'ouverture d'esprit à fond. Quand ça allait, on le disait, quand ça allait pas, on le disait. On n'a jamais rien caché de la maladie et là, il n'y avait pas de raison qu'on cache ce qui se tramait. Au début, je me sentais un peu différente, mais après, avec le temps, ça redevient normal. C'est surtout avec les amis que, vu qu'ils faisaient pas de différence, après, ça fait revenir normal. Donc quand on était avec les amis, on oubliait. Mais après, dès qu'on revenait à la maison, ça revenait. On avait beaucoup de livres ou de cassettes qu'on regardait. Ça m'a aidé à voir que chacun vivait son truc différemment et que surtout de voir qu'on n'était pas les seuls parce que quand c'est comme ça, on a l'impression qu'on est les seuls à avoir ça, qu'on se demande pourquoi nous, pas les autres. Enfin, pourquoi pas les autres, mais des trucs comme ça. Les autres enfants donc, se rendaient bien compte que Priscille se dégradait, elle est de moins en moins bien, bougeait moins, était moins en forme. Et c'est vrai que c'était au mois de janvier, donc 3 mois avant son décès à peu près. Anne Auvrignan nous a remis le conte de Falicou parce qu'on lui avait demandé comment on pouvait en parler aux autres enfants. Et donc on leur a lu, à ce moment-là c'était des feuilles polycopiées, et donc on leur a lu le conte, et à tous les 4 en même temps. Donc là, par exemple, on a un de nos fils qui est parti en claquant la porte à la fin de l'histoire, parce que pour lui, il avait très bien compris quel était le chemin, et c'était trop dur, donc non. C'est important de prendre en compte le fait que il faut bien sûr les entendre sur ces questions, mais il faut aussi bien se dire qu'ils sont eux-mêmes en grande difficulté pour savoir exactement ce qui est le mieux pour eux à ce moment-là. Pour nous, l'énorme avantage de Trousseau, c'est qu'il prenait en compte les frères et sœurs. Au moment de Noël, donc avant la greffe, Priscille était en secteur stérile, tous les frères et sœurs sont venus en secteur stérile. Même les cousins, ils sont rentrés sous bulle, ils mettaient leur grand pyjama de stérile, ils allaient tous la voir, quoi. On avait un nombre limité par jour, bien sûr, mais quel que soit l'âge, ils pouvaient y aller. Je crois que pour un frère ou une sœur, ça peut aussi être extrêmement aidant que d'être proche et de participer à cet accompagnement. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger non plus la charge que ça peut représenter que d'être exposé à la fin de vie d'un frère ou d'une sœur et donc de ce que ça peut susciter chez les parents dans un lieu qui
restera en tout cas potentiellement celui où grandira ce frère ou cette sœur. Et de l'avoir à la maison, c'était aussi super pour eux. Ça leur a permis, je pense vraiment à tous, de pouvoir être là quand ils avaient envie, et puis ne pas être là quand ils n'avaient pas envie, quoi. Donc s'ils voulaient être dehors avec des amis ou à la maison, ils choisissaient ce qu'ils voulaient faire. Et plutôt que c'est vrai qu'à l'hôpital, je pense que c'est plus compliqué. Parce qu'à chaque fois, s'ils veulent aller la voir, il faut l'organiser. Après, il faut les ramener. Là, c'était vraiment... c'était plus facile pour eux, je pense. C'est Priscille qui leur a un peu... qui a commencé à leur poser la question de la mort et tout. 1 an avant, j'ai mon arrière-grand-mère qui est décédée. Donc c'est pareil, je m'en rendais pas compte. Et donc, on nous a jamais parlé de la mort avec papa et maman. Donc je savais vraiment pas ce qui pouvait se passer, quoi. Et ensuite, Priscille est restée à la maison. Et ça, c'était aussi formidable pour les enfants parce qu'ils pouvaient aller dans notre chambre la voir, aller prier, aller partager ces derniers instants. Et elle n'a pas été enlevée et disparue comme ça. Donc ça, c'était des moments... Pour les enfants, en plus, il n'y a pas de tabou. Enfin, on ne voit pas la mort de la même façon. Et c'est vrai que je me souviens, entre autres, d'Augustin, donc le plus jeune qui avait 3 ans, enfin pas le plus jeune, mais celui qui avait 3 ans et demi, prenant un de mes beaux-frères par la main en lui disant viens, il faut que tu viennes voir Priscille, elle est bien et tout. Bon, c'est vrai que mon beau-frère n'avait pas spécialement envie d'y aller, mais pour les enfants, c'était naturel, quoi. Enfin, il n'y avait pas de... un moment aussi assez fort, puisqu'on avait demandé à un prêtre qui nous accompagnait, qui nous avait mariés, qui a baptisé les enfants, de donner la bénédiction... Le sacrement des malades. Le sacrement des malades. Voilà, donc en même temps que la première communion, en fait, de Priscille. Et donc, c'est vrai que tout ça a été des étapes assez fortes pour que toute la famille comprenne bien que finalement, l'issue serait le décès de Priscille. Le vendredi, donc après-midi, quand elle est décédée, on sentait bien que c'était les dernières minutes, enfin vraiment les derniers instants. Ils étaient sortis de l'école, ils étaient au parc avec une de mes sœurs et un de mes beaux-frères. Et on a appelé, on leur a dit, voilà, si vous voulez venir embrasser Priscille, c'est maintenant. Et ils ont dit non, ça va très bien, on lui a dit au revoir tout à l'heure. Voilà. Donc je pense que même pour eux, c'était bien. Il y a une photo de Chad dans le salon, donc on n'a absolument pas voulu occulter Chad de notre vie. On sait que ce serait la plus grosse erreur de le cacher, de cacher à Liam l'existence de son frère. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, ça ressortirait. Les secrets de famille enfermés dans les placards, c'est la pire des choses à faire. Donc on a pris le parti de jamais lui cacher. Donc il y a la photo de Chad dans le salon, et qui est sur un petit meuble. Donc pour Liam, elle est à hauteur, en fait. Donc il la voit, dès qu'il se promène dans le salon, il voit la photo de son frère. Et pour lui, c'est parfaitement naturel. Alors, il y a des moments qui sont un petit peu compliqués à gérer, où quand on a du monde à la maison, qu'on est tous autour de la table basse à discuter, il va aller prendre la photo et puis pop, aller la donner à un des convives. Donc ça surprend un petit peu nous. Maintenant, on n'y fait plus vraiment attention, mais c'est vrai que pour la personne qui se retrouve avec la photo et qui sait pertinemment qui est sur la photo, je pense que c'est un petit peu difficile. Mais pour Liam, c'est intégré. Il y a un jouet dans sa chambre qui était à son frère, et il sait très bien que c'est à son frère, il connaît le nom de son frère. Il fait des bisous à la photo. Et il fait des bisous à la photo de son frère. Quand on lui demande qui c'est, Chad, un mouzou à Chad. Il sait qui c'est, il sait qu'il n'est pas là, de toute évidence, et on lui a expliqué avec des mots adaptés pour un enfant, mais on lui a expliqué qu'il a eu un grand frère, qui est parti, qu'on aime beaucoup et qu'on aime autant que lui. Donc c'est lui faire comprendre avec des mots qu'il peut comprendre que
bah, il n'est pas le premier, mais ça veut pas dire pour autant qu'il est sur un deuxième plan ou quoi que ce soit. Il a l'air d'assez bien le vivre. Oui, ça va, oui, il vit bien. Ça va. Donc on verra comment ça... En grandissant, En grandissant, il y aura des questions qui vont il y a venir, forcément des questions qui vont mais- fuser, mais là on a le temps. Enfin, c'est pas comme c'est pas la même urgence que quand Sean est tombé malade où il a fallu qu'on prenne des décisions importantes vite. Là on a le rythme tranquille de la croissance d'un petit garçon pour préparer notre discours, savoir comment on lui a annoncé les choses.